Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode dédié au royaume hellénistique. Nous allons survoler la quasi-totalité des royaumes hellénistiques qui ont émergé après la mort d'Alexandre le Grand et surtout après la guerre des Diadoques. Nous nous intéresserons plus particulièrement au royaume de Macédoine, au royaume de Perse, au royaume de Pergame et au royaume d'Égypte avec les Ptolémées. Alors ces 4 grands royaumes hellénistiques vont interagir tout le temps les uns avec les autres, mais rarement de façon heureuse. Ils vont beaucoup se faire la guerre entre eux, à l'instar de l'exemple qui avait été donné par les Diadoques, pour la plupart d'entre eux leur père. Mais aussi les interactions vont se faire aussi par union matrimoniale. Des femmes séleucides vont épouser des Lagides, des femmes Lagides vont épouser des Séleucides, et des femmes séleucides vont aussi se marier avec des Antigonides en Macédoine. Alors même si ces royaumes sont tous différents les uns des autres et indépendants les uns des autres, ils revêtent beaucoup de similitudes entre eux, ne serait-ce que déjà sur l'issue de la guerre des Diadoques, donc la constitution des royaumes. Ces royaumes ont été constitués sur des bases guerrières et ont été adjugés à chacun des généraux au regard des accords de Babylone dans un premier temps, de nombreuses trêves de paix et de revirements de situation, mais toujours avec des guerres et beaucoup de sang versé pour l'obtention de ces royaumes. Autre similitude, ça va être aussi le fait qu'ils vont connaître donc un début, commencer à émerger, une expansion, on pourrait aussi appeler ça un âge d'or, et un déclin. Alors plus ou moins lent selon les royaumes, il y a des royaumes qui vont très très vite s'éteindre, car le déclin est tel que c'est très rapide pour qu'il s'effondre sur lui-même. Et d'autres royaumes où là, le déclin ressemble davantage à une agonie dynastique. Dernière similitude pour l'ensemble des royaumes hellénistiques, c'est qu'ils vont tomber un à un dans l'escarcelle de la très gourmande République romaine. Rappelez-vous, je vous l'avais dit. À la fin, il n'en restera qu'un. Maintenant, nous allons survoler ces différents royaumes hellénistiques qui ont tous émergé donc de la fragmentation de l'empire d'Alexandre le Grand. Et ont continué à promouvoir la culture grecque à travers le Moyen-Orient, l'Asie centrale jusqu'aux frontières de l'Inde. Ces royaumes ont marqué une période de syncrétisme culturel, de progrès scientifique et d'innovation artistique, comme je vous l'avais dit. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient très souvent en conflit les uns entre les autres, et aussi au sein même de leur dynastie. Mais pour autant, ces royaumes hellénistiques ont laissé un héritage durable et qui ont beaucoup influencé les civilisations ultérieures, y compris l'Empire romain, parce que à la fin de la République romaine et à l'avènement de l'Empire romain, ils ne parlaient pas que le latin, ils se sont mis aussi à parler beaucoup le grec, c'était la langue élitiste, et aussi le fait que l'Empire romain s'installe sur pratiquement tout le monde connu de l'époque, le grec va continuer à se diffuser. Et même après l'Empire romain, à sa chute en 476, l'Empire romain dit d'Orient, avec l'Empire byzantin, a continué à diffuser la langue grecque. Et les empereurs ont continué à diffuser la langue grecque. Et ceux qui ont étudié le grec ancien au collège ou au lycée, ou alors après, même encore dans des études supérieures, le grec ancien que l'on étudie, c'est du grec hellénistique. Parce qu'à l'époque classique, de la Grèce classique, il y avait plusieurs dialectes grecs. Le ionien, l'attique, et ainsi de suite. Et il y avait aussi un petit peu en Macédoine une façon de parler le grec un peu particulière, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils étaient considérés comme des balourds. Donc il y avait plusieurs dialectes grecs avec des grandes lignes et des grandes similitudes dans cette langue, mais il y avait quand même des différences dans l'intonation, dans l'accent et dans la façon de le parler. Et donc,
Quand Alexandre va faire les conquêtes, il importe un grec qui est un mélange essentiellement d'attique, de ionien et un peu de macédonien. Et c'est ce mélange linguistique qui va donner donc la naissance au grec parlé et écrit hellénistique. Et cette langue sera même modifiée en Alexandrie, en Égypte, par un des directeurs de la bibliothèque qui va accentuer les lettres. L'écriture grecque va devenir diacritique, donc accentuée, pour justement permettre à ceux qui ne parlent pas le grec de l'apprendre plus facilement et de pouvoir mettre les intonations là où elles sont attendues. Revenons à présent au royaume hellénistique. Nous allons commencer par le berceau de la Grèce hellénistique, c'est-à-dire la Macédoine. Alors ce royaume avait commencé avec Antipater, d'où le nom Antipatride, mais il n'était pas roi, il était régent, donc il n'y avait pas encore de royaume Antipatride à ce moment-là. Son fils Cassandre, donc maintenant on connaît les faits d'armes, qu'il soit guerrier, héroïque ou pour installer son hégémonie, et aussi ses faits d'armes meurtriers. Pour rappel, il a assassiné Olympias, la mère d'Alexandre, ses 2 fils, Héraclès et Alexandre IV. Alors le royaume de Macédoine va se voir disputer, ou du moins s'installer, 2 grandes familles, les Antipatrides et les Antigonides. Et d'autres dynasties qui vont aussi vouloir prendre le pouvoir. Alors de ces 2 grandes dynasties, celle qui va le mieux tirer son épingle du jeu, ça va être les Antigonides. Les Antipatrides ne vont pas régner longtemps et le peu de règne qu'il y a eu des Antipatrides ont été très très courts. Le seul Antipatride, donc enfant d'Antipater, qui a laissé une trace durable et puis des faits quand même assez intéressants pour le maintien du royaume de Macédoine, ce fut Cassandre. Donc lui, il fut proclamé roi de Macédoine en 305 et il va s'efforcer de stabiliser le royaume en réorganisant et en établissant une administration qui va être efficace. Il va fonder, comme Alexandre, il va fonder des villes, surtout une, Thessalonique, qui existe encore de nos jours en l'honneur de sa femme Thessaloniké, qui était la demi-sœur d'Alexandre le Grand. Alors après Cassandre, c'est là que ça se complique parce que quand il meurt en 297, son fils Philippe IV va lui succéder, mais il meurt 4 mois après son ascension au trône. Alors il meurt de façon naturelle. Donc ça va être ses frères qui vont se battre entre eux pour la succession. Antipater II et Alexandre V. Donc ils se disputent l'accession au trône. Donc ça va entraîner une période de chaos terrible, de guerre civile, ce qui va rendre le royaume de Macédoine très instable et permettre à d'autres personnes de pouvoir prétendre au trône, au premier titre duquel l'Antigonide, donc le fils d'Antigone le Borgne, Démétrios Ier Poliorcète. Poliorcète en grec voulant dire preneur de ville, en lien avec le siège qu'il avait établi sur l'île de Rhodes. Alors Démétrios Poliorcète, profitant du chaos entre les 2 frères, eh bien, se taille la part du lion, il tue Alexandre V et il s'empare donc du royaume de Macédoine. Donc il va régner de 294 à 288. À la suite de Démétrios, eh bien, ce n'est pas un Antigonide qui lui fait suite, c'est un Néacide, donc c'est Pyrrhus Ier, donc le roi d'Épire, qui va monter sur le trône de Macédoine avec l'aide de Lysimaque, qui était lui roi de Thrace, et qui se voyait bien agrandir son territoire en engrangeant la Macédoine et bien sûr la Grèce continentale. Alors ce binôme de monarques va régner en fait de 288 à 285, 3 années pendant lesquelles ils s'entendent plus ou moins bien, mais Lysimaque voudrait bien se débarrasser de Pyrrhus. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il le chasse du royaume de Macédoine et il est seul roi de Macédoine. Donc il va rester seul roi de Macédoine jusqu'en 281, à la suite duquel il va lui arriver plein de choses. À Lysimaque, on verra quand nous ferons son portrait. Eh bien, ça va être la dynastie des Lagides, des Ptolémées, qui va venir s'installer sur le trône de Macédoine. Alors, ça va être 2 enfants de Ptolémée Ier. Donc, ça va être Ptolémée Kéronos, qu'il avait eu avec une concubine, qui va régner de 281
à 279. Vous voyez, ce n'est pas des règnes très très longs. Et son frère Méléagre, lui aussi fils de Ptolémée Ier, lui règne seulement l'année de 279. Donc voilà. Et à la suite duquel les Antipatrides font leur retour avec Antipater Étésias, qui va régner l'année de 279, lui aussi à la suite de Méléagre. Donc on pourrait imaginer qu'ils ont fait 6 mois chacun. Donc voilà. Alors Antipater II, Étésias, c'était le neveu de Cassandre. Mais son lien de parenté ne lui a pas donné les mêmes attributs que son oncle. Le talent n'est pas héréditaire. Alors en cette année de 279, il y a plusieurs rois qui se succèdent ou qui règnent un peu conjointement, indépendamment les uns des autres, mais ils se proclament rois. Donc on a Méléagre en 279, Antipater II Étésias en 279, et aussi un étranger, donc Sosthène, qui lui va régner de 279 à 277. Mais aussi, nous avons aussi les enfants de Lysimaque et d'Arsinoé II, une des filles de Ptolémée Ier, qui vont eux aussi régner sur la Macédoine, donc de 279 à 277. Donc on voit bien l'instabilité du royaume de Macédoine. C'est vraiment l'anarchie. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Arrêtez, suivez. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ce qui va permettre le retour d'un Antigonide sur le trône de Macédoine par Antigone Gonatas, qui est le fils de Démétrios Ier, Poliorcète. 7. Alors il va régner 3 ans. Enfin, un peu plus de 3 ans, il va régner et il va restaurer la puissance antigonide en Macédoine, qui avait été un peu mise à mal, après avoir remporté des victoires sur le peuple galate, donc c'est un peuple gaulois qui vivait en Asie, et il a réussi aussi à stabiliser son royaume, et il installe une relative paix, et il commence à mettre en place une prospérité pour son royaume. Mais, bien sûr, il y a toujours un mais dans ces dynasties. Il se fait chasser par Pyrrhus, qui lui-même, rappelez-vous, avait été chassé par Lysimaque. Alors Pyrrhus revient d'Italie, où il a mené des guerres contre la République romaine, et où il a remporté une victoire, mais ce qu'on appelle, ce qui est passé dans le langage courant, une victoire à la Pyrrhus. Alors en fait, ça veut dire que c'est une victoire qui est obtenu au prix de pertes très 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 lourdes pour le vainqueur, qui pourrait même équivaloir à une défaite en fait. Donc Pyrrhus revient de ses guerres contre la République romaine qui ne s'est pas laissé faire. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Mais Pyrrhus va pas régner très longtemps, 2 ans, de 274 à 272. Qui verra le retour d'Antigone II Gonatas et installer durablement sa dynastie des Antigonides sur la Macédoine jusqu'en 168. Alors voilà pour les 2 dynasties qui se sont succédées sur le trône de Macédoine. Nous allons pouvoir maintenant nous intéresser à celle des Attalides, connue également sous le nom du royaume de Pergame, qui était lui aussi un état hellénistique situé en Anatolie et centré sur la ville de Pergame. Alors, le royaume en tant que tel, il a été fondé par Attale Ier en 241 et a prospéré jusqu'à sa conquête par les Romains en 133. Donc là, on voit bien que c'est un royaume qui a émergé bien après les autres, qui ont en moyenne émergé en l'an 300. Alors la toute première personne qui va s'établir dans la cité de Pergame, c'est Philétéros. Vers 343, et donc 20 ans après la mort d'Alexandre le Grand. Et il a servi sous les diadoques essentiellement auprès de Lysimaque, qui était l'un des diadoques. Et quand Lysimaque meurt, il prend le contrôle de la forteresse de Pergame, et avec le trésor qui était posé par Lysimaque. Donc il va établir ainsi les bases du futur royaume, il va construire des édifices religieux et ainsi de suite. Il va commencer à poser les bases.
Mais Philétéros est connu pour être un eunuque, donc il n'a pas d'enfant, c'est compliqué. Donc il va adopter son neveu, le fils de son frère, donc qui va lui succéder aux alentours de 263. Et lui aussi va continuer à faire prospérer la cité de Pergame, mais elle reste toujours dans l'escarcelle séleucide. Voilà. Ensuite, c'est Attal, donc Attal Ier, qui va se couronner roi en 241 et qui va donc s'affranchir de la tutelle séleucide et créer la cité-État et le royaume de Pergame, avec donc les cités alentour, et la cité va continuer à se développer au gré des successeurs jusqu'à atteindre un territoire vraiment conséquent par rapport au départ, et ils vont être beaucoup aidés par la République romaine au détriment des Séleucides, avec la paix d'Apamée en 188 qui sera très favorable aux Attalides et très défavorable aux Séleucides. Le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres. Donc voilà, donc c'est un royaume qui dure pas très très longtemps, jusqu'en 133. Donc voilà, donc c'est vraiment un royaume éclair, mais pour autant la cité de Pergame elle a laissé une trace durable dans l'esprit et dans la culture grecque. On peut penser à l'hôtel de Pergame, la bibliothèque de Pergame, et ainsi de suite. Et il y avait aussi à Pergame une école très 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 réputée de médecine, dédiée à Asclépios, et aussi une école d'architecture et de sculpture. Et l'art hellénistique attalide ou pergaménien est de très très grande renommée et de très belles factures. Donc voilà pour ce royaume. On en reparlera bien entendu dans les portraits qui seront dédiés à ces souverains et ses administrateurs au début de son histoire. Et bien entendu les nombreux conflits que les Attalides ont eus avec essentiellement les Séleucides et leur rapport avec la République romaine, parce que le royaume de Pergame sera donné en héritage par son dernier souverain à la République romaine. Alors nous avons vu les dynasties des Antigonides, des Antipatrides, des Attalides. Il nous reste maintenant à nous intéresser aux dynasties séleucides et lagide ou ptolémaïque, ça porte les deux noms. Alors en ce qui concerne le royaume séleucide, c'était donc un empire hellénistique qui a été fondé par Séleucos, qui quand il s'est proclamé roi est devenu donc Séleucos Ier, Nicator, victorieux, voilà ce que ça veut dire en grec. Donc il était un des généraux d'Alexandre, mais il n'est pas intervenu tout de suite. La première répartition aux accords de Babylone en 323, il n'apparaît absolument pas, il n'a aucun territoire, il n'est pas du tout dans le découpage. En fait, il va obtenir la satrapie de Babylonie après les accords de Triparadisos en mai 321. Les Diadoques, en lui octroyant la satrapie de Babylonie, le remercient de s'être débarrassé de Perdiccas en Égypte. À la fin de la guerre des Diadoques, il établit la dynastie séleucide, après avoir remporté la bataille d'Ipsos en 301 contre Antigone le Borgne. Donc Séleucos s'est attelé à consolider son pouvoir sur la Mésopotamie, sur l'Iran et d'autres parties de l'Asie centrale. Ça représentait un territoire très 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 vaste. Ça partait encore une partie de l'Anatolie, la Turquie actuelle, et ça allait jusqu'aux frontières de l'Indus et englobait aussi les pays d'Ouzbékistan, de Pakistan, de Tadjikistan, dont je vous ai déjà parlé dans précédents épisodes. Alors Séleucos Ier va vraiment s'inscrire dans les pas d'Alexandre sur son royaume. Il va bâtir des villes, comme plusieurs villes qui s'appelaient Séleucie, Antioche. Il y avait plusieurs villes qui s'appelaient Antioche, et d'autres cités qui auront un très grand rôle, parce que déjà ils vont abriter
à tour de rôle la capitale, mais aussi il va fonder, alors on a beaucoup moins de traces que pour les Ptolémées et puis pour le royaume de Pergame, mais il va aussi fonder des bibliothèques dans chacune des grandes villes qu'il construit, des centres culturels et de recherche. Il ne faut pas oublier que Séleucos est sur un territoire déjà très âgé, avec les sciences babyloniennes, de l'ancien empire perse. Donc il a à sa disposition les fruits des recherches astronomiques, religieuses, scientifiques, littéraires, parce qu'il ne faut pas oublier que la littérature existait aussi dans les anciens empires perses et babyloniens. D'ailleurs, le texte écrit le plus ancien est d'une prêtresse mésopotamienne. Donc le premier texte écrit de l'humanité, c'est une femme qui l'avait fait. D'ailleurs, il n'est pas le seul à s'en être inspiré, parce que Ptolémée aussi, qui a participé à toutes les campagnes d'Alexandre, a pu voir les bibliothèques de Babylone et dans d'autres territoires de Perse, et il s'en est beaucoup inspiré aussi pour sa cité d'Alexandrie. Tout comme les Grecs de la Grèce classique, s'étaient eux aussi inspirés des savoirs déjà connus par d'autres peuples. Beaucoup de philosophes comme Thalès, Pythagore et bien d'autres encore sont allés chercher la connaissance et l'instruction dans des pays comme l'Égypte par exemple. Donc voilà, Séleucos installe durablement sa dynastie donc sur le royaume de Perse. Et à la différence du royaume de Macédoine, il n'y aura en fait que des Séleucides qui régneront sur l'empire de Perse. Mais ça ne veut pas dire que la dynastie séleucide est à l'abri des ennuis connus par les Antigonides et les Antipatrides. En fait, l'empire va doucement décliner après le règne d'Antiochos III, dit le Grand. Donc ce royaume va vraiment décliner par des crises de succession entre les enfants, les oncles, enfin les membres de la famille séleucide vont se livrer des guerres de succession interminables et surtout très meurtrières. Et puis aussi les guerres entre le royaume séleucide et le royaume lagide, où pas moins de 6 guerres dites de Syrie ont eu lieu, et ce qui a considérablement affaibli le royaume séleucide. Donc on assiste à une lente agonie de cet empire et de ses héritiers qui va partir, cette agonie commence aux alentours des années 180 et jusqu'en l'année 64, où là aussi la République romaine va s'emparer de ce qu'ils appelleront l'Empire de Syrie par Pompée dit le Grand en 64. Alors pour terminer cet épisode sur la constitution des royaumes hellénistiques, nous allons finir par le royaume ptolémaïque ou lagide, ça portait les deux noms. Alors la dynastie commence en 305 lorsque Ptolémée se proclame Ptolémée Ier et installe donc une dynastie en Alexandrie, dans la cité d'Alexandrie en Égypte. Ptolémée va se faire connaître par son habileté militaire, mais aussi pour ses compétences d'administrateur compétent. Alors aussi, bien sûr, il aurait détourné le corps embaumé d'Alexandre le Grand, qui devait retourner de Babylone en Macédoine, mais il l'a fait détourner vers l'Égypte pour asseoir un culte d'Alexandre dans sa cité d'Alexandrie, cité que Alexandre avait voulu fonder. Dans un premier temps, le corps sera amené à Memphis, la cité qui couronnait les rois et grande cité religieuse. Et ensuite, le corps sera amené vers Alexandrie, où il sera construit un séma, là où on met le corps, qui sera dans les quartiers royaux d'Alexandrie, à l'est de la cité. Il a plein d'ambitions pour sa cité d'Alexandrie. Il la veut le syncrétisme de la culture grecque avec la culture locale, c'est-à-dire avec les habitants d'Alexandrie. Donc il y avait bien sûr des Égyptiens, il y avait aussi des Juifs et donc des colons grecs. Donc il va faire en sorte de faire un syncrétisme culturel de toutes ces populations. Donc il va pas fonder la bibliothèque d'Alexandrie, mais en tout cas, il va en être l'architecte. La construction de la grande bibliothèque d'Alexandrie débute sous son règne, mais sera finalisée sous le règne de son fils Ptolémée II Philadelphe.
Alors on parle souvent de la bibliothèque d'Alexandrie, enfin, ça fera l'objet dans un épisode dédié à la culture ptolémaïque, mais on parle souvent de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors déjà il n'y en avait pas qu'une, il y en avait deux par la suite. Donc la première, la grande bibliothèque était destinée aux élites et donc au monarque et à sa famille, et une plus petite était une bibliothèque publique. Mais la bibliothèque faisait partie d'un grand complexe. C'est-à-dire que c'était un immense centre de recherche. Il y avait aussi des jardins zoologiques, il y avait aussi des parties qui étaient dédiées à l'étude de l'astronomie, et ainsi de suite. C'était un grand complexe dans lequel se trouvait la bibliothèque d'Alexandrie. Alors les chercheurs qui venaient étudier et puis rechercher de nouvelles découvertes ou de nouvelles inventions étaient payés par l'État et nourris, logés, blanchis, aux frais du monarque. Alors non content d'avoir fait débuter les travaux de la bibliothèque et du complexe de recherche, il s'attelle aussi à la construction qui sera débutée en 297 sur la petite île face à la cité d'Alexandrie qui s'appelle l'île de Pharos, d'où le nom de phare. Alors voilà, Ptolémée a installé durablement sa dynastie, mais à l'instar des autres royaumes hellénistiques, il ne va pas tarder à connaître sa période de déclin juste après les trois premiers Ptolémées. Donc Ptolémée Ier, Soter, Ptolémée II, Philadelphe et Ptolémée III, Évergète. Après, c'est une longue période de déclin, une agonie sans fin, jusque dans les années 50, où Cléopâtre VII prend le pouvoir et essaye de redresser un pays très moribond. Le royaume ptolémaïque ne fait pas exception aux autres royaumes hellénistiques, il tombe sous le joug de la République romaine, qui va très rapidement basculer sur un principat, mais que nous, on appelle davantage un empire romain. Octave devient le premier empereur de Rome en 27. C'en est donc fini du dernier royaume hellénistique avec la mort de la célèbre Cléopâtre, Philopator, le 12 août 30. Alors voilà, nous avons survolé les principaux royaumes hellénistiques de la mort d'Alexandre le Grand jusqu'en 30. Nous reverrons l'ensemble de ces protagonistes dans les portraits qui leur seront dédiés dans les prochains épisodes. Le prochain épisode sera dédié aux épigones. Donc les épigones sont les enfants des diadoques, donc les successeurs des successeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Je vous remercie.